Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonjour la cryptosphère, on débute direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve à 74 dans le grid. Du côté des marchés US, nous sommes dans la peur à 42. Rien d'étonnant, Jérôme Powell, il a complètement refroidi les marchés. On va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Déjà, je voulais répondre à Chico pour les NFT. Alors non, ce n'est pas d'actualité. Je vous rappelle que les petits NFT Zap Crypto, c'était nos FOMO qui nous prenaient nos super miniatures, qui nous les transformaient en super NFT. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas la foi de mettre ma tête là-dedans. En tout cas, pas maintenant. J'espère un jour parce que franchement, j'adorais la dynamique que ça a apporté. Mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. J'ai deux tweetos qui m'ont contacté. Alors le premier c'est Lil Gim ou Lil Jim, je sais pas comment le dire. Il travaille sur un POC, Proof of Concept, je pense, pour un outil qu'il aimerait sortir prochainement. C'est plusieurs petites questions sur vos habitudes dans l'écosystème. Je vous mets ça dans la barre, dans la description. Juste une chose, l'adresse mail. J'en profite pour vous dire un petit conseil pour une fois. Toutes vos adresses que vous utilisez dans l'écosystème, que ce soit pour les échanges ou autre chose, en tout cas niveau crypto, ne les partagez pas. C'est voilà une sécurité en plus. Après, vous faites comme vous voulez. Je vais en profiter pour rebondir sur ça, pour vous parler de ce petit thread que je vais vous mettre dans la description également. C'est de Paul Exben qui a fait un thread sur Julien Roman. Alors, je ne vais pas débattre sur ce qu'il y a plus haut parce que ça concerne le prix de sa formation. Je suis personne pour dire si c'est cher ou pas cher. Chacun jauge la valeur des informations qu'il va donner. Par contre, il y a une petite chose qui m'a un peu titillée, une question que je trouve plutôt border plus. Voilà. Alors, vos mots de passe contiennent-ils les éléments suivants? Date d'anniversaire, nom de proche, ville de naissance ou des séries de caractères 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou AZERTY, vous connaissez? Alors, pour certains, ça va être logique que non. Pour d'autres, je vous rappelle que si vous êtes prêt à payer une formation à quelqu'un, c'est que quand même il y a déjà une confiance qui s'est installée, donc des barrières qu'on sautait. Si on vous pose ces questions, n'y répondez jamais, jamais, au grand jamais. Surtout à l'heure d'aujourd'hui où on partage toutes nos informations sur les réseaux sociaux. Je veux dire, on va sur ton Facebook, on peut connaître le nom de ta mère, le nom de ton chien, la date d'anniversaire de ton mariage. Enfin, non, ne donne jamais ces informations-là. Et du coup, j'ai pris la décision de retirer Julien Roman du Zap Crypto parce que je pense que j'ai une responsabilité sur la visibilité que je donne à certains. Et vu que je ne sais pas vraiment ce qui se cache derrière, je préfère arrêter là. Voilà, tout simplement. Dernière chose, Yumeko qui m'a contacté, ou Yumko, je sais pas comment ça se dit, mais Yumeko, je pense, je suis désolée. Elle m'a contacté pour savoir si je connaissais des gens qui minaient du Bitcoin, que ce soit dans des data centers ou via ces grosses box, des ANT box ou Antbox, je sais pas comment ça se dit. Si c'est votre cas, et que vous avez envie de partager votre expérience, je vous invite à la contacter sur Twitter. Également, je vous mets son Twitter dans la description. C'est toujours cool de pouvoir s'entraider. Voilà. Pour ceux qui se posaient la question pourquoi il n'y a pas de zap qui sont sortis, alors j'en ai sorti un mercredi, mais enfin j'en ai fait un mercredi. Mais en fait, j'avais vraiment peu d'extraits et j'avais pas envie de sortir un zap pour sortir un zap. Il y a beaucoup moins de youtubeurs. Ceux qui sont encore là sortent moins de contenu. C'est pas une critique, il y a rien de nouveau, donc les mecs ils vont pas s'inventer une vie. Mais du coup ça tombe bien parce que moi je voulais changer le rythme du zap au lieu qu'il y en ait un qui sorte tous les jours, d'en sortir un le lundi, un le vendredi, histoire de couvrir le début de semaine et la fin de semaine. Et ça à partir de juillet. Donc vous inquiétez pas si vous voyez pas des zaps tous les jours, j'essaye de trouver un nouveau rythme. Waouh, j'ai plus de souffle. J'ai plus qu'à vous inviter à vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'une excellente journée et nous on se retrouve demain. C'était Zap Crypto. En 2023, ce sont des milliers d'entrepreneurs en tout genre qui ont tenté de créer une communauté et de devenir le projet numéro 1. Je vois une bonne centaine de GPU tournés à blinde. J'ai acheté une carte NFT d'un fighter en slip. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à ces porteurs de projets qui ne souhaitent qu'une chose, faire de leur projet le top projet. Ils présenteront leur projet à nos 4 juges confirmés. Je trouve que tu te restreins en fait, alors que ça peut être beaucoup plus large. On a manqué un peu de storytelling. Mais à vous aussi, le public, qui pourrait voter pour le projet qui vous a convaincu. Comment vous gagnez de l'argent? J'ai pas compris. Mais certains échoueront face aux juges. Vous pouvez pas dire c'est ce que tu veux. Bah non, c'est pas ce que je veux. Tandis que d'autres feront l'unanimité. T'es très fort, t'es charismatique, tu présentes bien, etc. Bienvenue dans Top Projet.
Coucou. Je vous explique le concept. Je vais tirer au hasard des influx du crypto Twitter et je vais les placer dans ma tier list. Allez, premier influx. Let's go! Ah, pas simple celui-là. Je vais le mettre ici. Pour moi, c'est vraiment le combat titanesque du siècle, c'est Bitcoin contre MNBC. Alors en fait, il y a quand même une certaine naïveté des crypto-fans là-dessus. Les gens disent, oui, mais les MNBC, finalement, leur adoption, elle va avoir du mal à se mettre en place. Mais qui parle d'adoption spontanée ? C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. La manière dont ça va se passer, c'est que ce truc va être imposé. Une hausse de plus de 150% en un an, de plus de 1500% en 5 ans et de plus de 15 000% en 10 ans. Le Bitcoin, c'est définitivement l'actif le plus performant de cette dernière décennie. Et si vous aviez mis de côté ne serait-ce que 15 € par semaine au cours des 5 dernières années, vous auriez épargné 4 000 € en Bitcoin qui serait valorisé aujourd'hui plus de 15 000 €. Cette stratégie, on l'appelle le Dollar Cost Averaging ou DCA et c'est probablement l'une des manières les plus simples et les plus pertinentes pour investir sur le Bitcoin. Info suivante, j'ai évoqué dans la vidéo d'hier la rumeur sur l'airdrop de Zenkasync. Eh bien ça y est, c'est confirmé. Ce airdrop du layer de Zenkasync aura donc bien lieu. Il sera claimable, il sera récupérable lundi prochain, donc très bientôt. Le wallet checker est sorti, donc on peut voir combien de tokens on gagne, à savoir entre 0 et maximum 100 000. Le truc, c'est qu'en fait, beaucoup de gens sont déçus. Ici, on a les critères et il y a beaucoup de gens qui ont été très actifs sur cette blockchain, qui ont dépensé des centaines, voire des milliers de dollars et qui finalement se retrouvent pas éligibles. Donc beaucoup de gens appellent au scam, beaucoup de gens sont mécontents. Il y a seulement 700 000 wallets éligibles sur beaucoup plus d'utilisateurs. Donc je sais pas si vous êtes éligible. Moi, par exemple, je suis pas. En tout cas, même si les gens ne sont pas contents, ça reste quand même un immense projet et donc, a priori, ce airdrop devrait régaler. Donc rendez-vous lundi pour voir s'il aura un impact sur le marché. Cardano, alors selon Charles Hoskinson, le prochain hard fork devrait avoir lieu là dans les prochaines semaines. Au cours du mois de juin, on devrait avoir la Chunk Fork qui va permettre d'entrer dans l'ère Voltaire. Ils ont des noms de philosophes ou de poètes, enfin de grands noms de la littérature pour leurs divers ères. Et l'ère Voltaire, c'est une ère très importante pour eux où il y a une réelle décentralisation de la blockchain, de la gouvernance et même des divers mises à jour de la blockchain Cardano qui vont être décentralisées, qui vont pas se reposer sur un consensus, on va dire off-chain, comme ça peut l'être sur Ethereum. Et ça va plus ressembler à Tezos où on a vraiment une gouvernance complètement on-chain pour les divers mises à jour. Donc c'est une étape importante pour la décentralisation de Cardano pour moins dépendre d'un petit groupe de personnes et se reposer sur les détenteurs de ADA de manière plus globale. Polygon, c'est assez dingue. On attend toujours la migration avec le token Pol. Je vous tiendrai au courant bien évidemment. Et vraiment, ils ont des moyens, ils ont des armées de développeurs polygonmatiques. Et ce qui est assez dingue, c'est que pour leur deuxième blockchain ZKEVM, j'ai lu qu'en 4 ans, ils avaient investi $1 milliard, imaginez. Et là, ils mettent 720 millions pour la communauté, vous savez, pour attirer des projets, tout simplement, pour qu'ils viennent développer leur projet sur Polygon. C'est assez dingue. En gros, ils ont investi des milliards ces dernières années. Moi, je pense toujours, je garde la foi et je pense que ça paiera à un moment donné, même si je sais que beaucoup ont lâché. Il y a aussi des actions de la SEC contre certaines cryptos, et notamment nous avons Uniswap. Uniswap qui est en combat contre la SEC parce que la SEC accuse Uniswap d'être un exchange non déclaré, ça veut dire quelqu'un qui distribue des actifs non déclarés sur le territoire américain, sauf que Uniswap, on n'oublie pas que c'est un DEX, c'est-à-dire un échange décentralisé, et donc forcément, on est quand même très très loin de la société classique. Et justement, on attend la mise en place d'une série de lois qui permettent de déterminer quel est le niveau de décentralisation nécessaire pour statuer si oui ou non une crypto est une securities. Là-dessus, donc la crypto de Uniswap, et Uniswap pourrait utiliser ça comme levier pour se défendre contre la SEC. En tout cas, ce qui est important à noter, c'est qu'ils sont en train d'aller chercher les meilleurs de Coinbase pour pouvoir se défendre, et notamment l'ancien chef légal de Coinbase qui avait officié contre la SEC, et c'est pour ça qu'on a un genre de front uni, parce que je pense que c'est un deal qui a été effectué entre Coinbase et Uniswap, et ce qui est en même temps cohérent par rapport au front
qui est en train d'être effectué sur les différents acteurs de la crypto. Ceux qui se souviendront d'il y a un an, je vous avais expliqué qu'il commençait à avoir une corporation entre Binance, Coinbase et en fait tous les acteurs qui étaient en Amérique ou qui voulaient s'implanter aux USA pour faire du lobbying sur l'écosystème crypto en Amérique. Et forcément, on a des passe-droits qui se font de l'un à l'autre, ce qui est plutôt logique. Et justement, la victoire de Uniswap serait une très grosse victoire pour l'ensemble des cryptos. Parlons un petit peu de farming dans la finance décentralisée. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'était le farming? On posait des crypto-monnaies, ça pouvait être des stablecoins, de l'Ether, etc. Et on nous donnait souvent un token d'un protocole dont on pouvait copier le code en quelques clics, hein, les forks de PancakeSwap, les forks d'Uniswap, etc. Et on recevait un token qui intrinsèquement n'avait pas ou peu de valeur et on pouvait le vendre. Évidemment, pour vendre un token qui intrinsèquement n'a pas de valeur, il faut que de l'autre côté, il y ait des personnes qui achètent. Parce que sinon, voilà, toute notre stratégie qu'on a mis, surtout via des protocoles type Bifi, de ce qu'on appelle le farm and up, c'est-à-dire récupérer des tokens sans valeur pour les revendre, les dumper. Évidemment, cette stratégie a été possible lors du dernier bull run et encore possible sur quelques protocoles aujourd'hui parce qu'il y a des personnes en contrepartie qui achètent ces tokens sans valeur. Et dernière news ce matin, un hack, c'est le fork de AV de Sifu, UW-Uland, qui est victime d'une attaque de Flash One, 20 millions qui se font voler, et là, quand tu vas comprendre la petite histoire, tu vas un peu rigoler. Donc, c'est ce protocole de prêt de liquidité, UW-Land, qui a été victime d'une attaque à 19,3 millions de dollars envolés, et l'information souligne les risques de l'espace des protocoles DeFi. Moi, par exemple, mes Bitcoin et Ethereum, ils restent dans mes cold wallet, je les touche pas. Je pourrais tout à fait mettre Bitcoin et Ethereum dans la DeFi pour les faire un peu travailler, mais j'ai pas confiance. J'ai pas confiance, tu vois. L'histoire de gagner quelques pourcentages par an comparé au risque, moi ça m'intéresse pas. Donc faire très attention. La DeFi, ceux qui mettent en staking, qui font des choses à droite à gauche, il y a le risque. Donc et surtout ceux qui veulent du gros rendement, souvent ils vont vers des projets nouveaux qui proposent du gros rendement pour attirer les gens. Le gros rendement ça marche jamais, jamais ça marche. C'est au moins clair et net. Bon, qui dit en gros rendement c'est quoi? Au-dessus de 10%. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Parce que faire 10% par an, c'est la bourse. Et déjà, c'est pas mal, 10% par an. On te propose qu'un 20%, ce qui est un gros souci. Et alors, à plus de 20%, faut fuir, totalement. Bon. Et donc, le hacker a par la suite échangé la majorité de ses actifs sur Uniswap. Et la méthode exacte, donc, utilisée par le hacker n'est pas encore claire. Donc, une enquête est en cours pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la faille de sécurité, tout ça. Et la grosse blagousse, c'est quoi? C'est que UW-Land a été créé par Michael Patrin, également connu sur le pseudonyme de Sifu, qui était le cofondateur de Quadriga CX, et cette plateforme avait fait faillite. Ok, on dit ça fait deux fois qu'arrive un truc, c'est quand même bizarre. Et faut savoir surtout que lorsque la plateforme a fait faillite, l'ancienne, il y a eu 5,5 millions de dollars d'Ethereum qui ont été transférés vers Tornado Cash, alors que Monsieur Sifu était le trésorier de la DAO. Donc on est en train de dire qu'avant il a mis quelque chose qui a fait faillite et il y a un transfert de 5,5 millions comme ça vers Tornado Cash pour effacer les traces. Oh, disons bizarre. Là ils recrènent notre truc. Oh, un hack de 20 millions. Dis donc, il a vraiment pas de chance à ce monsieur, hein. Ou alors c'est celui qui se sert. Hein. Bon, entre nous on a bien compris qu'il y a des grosses probabilités que c'est lui qui se sert tout seul. Ici, alors c'est pas à mettre entre des pincettes. J'ai vu vraiment beaucoup d'articles dont des médias très sérieux qui en parlaient, mais à vérifier s'il n'y a pas des accords tacites qui ont déjà été signés ou ceci ou cela. Le 9 juin 1974, l'Arabie Saoudite a signé avec les États-Unis un accord comme quoi effectivement tout le pétrole ainsi que les autres biens exportés d'Arabie Saoudite seraient échangés en dollars et ce principalement dans le reste du monde. Cet accord n'a pas été reconduit il y a 2 jours, c'est-à-dire le 9 juin 2024. Ils n'ont pas voulu reconduire cet accord. On a déjà vu une volonté de vendre en yuan et de vendre en rouble du pétrole saoudi et également en roupies. Et en l'occurrence, ce qu'on peut voir là-dedans, c'est la fin du pétrodollar tel qu'on le connaît, en tout cas, d'accord. Ça n'est pas une très bonne nouvelle pour le dollar, bien évidemment. Peut-être une bonne nouvelle pour le Bitcoin, pourquoi pas. En tout cas,
Personnellement, j'ai vraiment cherché plusieurs articles, j'en ai pas trouvé des extrêmement sérieux, mais cet accord existe. Il a effectivement été signé en 74. Nixon sort de l'étalon, annonce la non-convertibilité de l'or en dollars en 71, et le dollar s'est depuis appuyé sur le pétrole, bien évidemment, et sur une force de frappe américaine. Donc une sorte de coercition, bien sûr, militaire, mais on va dire que c'est tout à leur honneur que d'avoir fait ce travail d'intelligence, de militaria, et puis depuis ça a pas mal fonctionné pour eux, hein. Un peu moins pour nous peut-être, mais pour eux en tout cas ça a bien fonctionné. Les terres agricoles sont-elles en train de se transformer en marchandises ? Alors que le monde paysan français fait face à une crise des vocations et un vieillissement problématique, un autre phénomène se profile, très inquiétant. Depuis une grosse dizaine d'années, un nouveau genre de propriétaire foncier agricole opportuniste a fait son apparition. Des multinationales comme Fleury-Michon, Auchan, L'Oréal, Alto ou Chanel, mais aussi des fonds d'investissement, des holdings spécialisés et pire encore des sociétés étrangères, saoudiennes ou chinoises, ont soudain été prises de furieuses envies de campagne française. Elles se sont inventées un statut d'agriculteur et s'achètent des hectares de bonnes terres cultivables un peu partout en France, au mépris de toutes les lois en place depuis le Moyen-Âge chargées de les protéger. La concentration des terres entre les mains de grosses sociétés et le changement du statut des agriculteurs qui l'accompagnent s'appelle l'accaparement des terres, et c'est observable dans plusieurs pays, comme au Brésil, en Roumanie ou à Madagascar. Mais pas besoin d'aller chercher aussi loin, car ça se passe aussi en Allemagne, en Belgique et en France. Pour le moment, le sujet ne semble pas préoccuper notre gouvernement qui s'appuie sur la vigilance de la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le rempart contre tout ce qui menace nos paysages champêtres. Mais sur ce coup-là, elle est impuissante parce qu'elle-même ne sait pas ce qui est en train de se passer. Heureusement, quelques sentinelles montent la garde et font ce qu'elles peuvent pour attirer l'attention, mais avec l'évolution de la population paysanne française, des millions d'hectares de terre vont prochainement se retrouver sur le marché, comme autant de belles occasions à saisir pour des firmes aux moyens démesurés et contre lesquelles les petits candidats qui cherchent à s'installer ne pourront pas lutter. De quoi imaginer le pire en ce qui concerne l'avenir de l'agriculture française, son modèle de diversité, de productivité et la réputation de nos produits. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Alors on commence bien évidemment par le plus important, donc les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt sont inchangés, donc restent à 5,5. Ça c'est le copain GG. Donc à 5,5, donc pas de surprise, hein, n'oublions pas qu'il y avait 99% de probabilité qu'il n'y ait pas d'augmentation, je suis malade moi, je vais avoir du mal aujourd'hui, d'augmentation ou de baisse de taux d'intérêt, d'accord ? Donc le consensus était en train de parier, spéculer sur le fait qu'il n'y allait pas avoir de changement. Alors il y a certaines personnes qui ont commencé à s'exciter, pourquoi ? Parce que l'UE a baissé, donc a cut leur taux d'intérêt de 25 points de base, pareil pour le Canada, pareil pour le Danemark, et il commence à avoir pas mal de spéculations sur la plupart des banques centrales. Donc pas mal de gens ont commencé à dire ouais mais pourquoi pas du coup avoir une petite surprise de la part de la Fed, même si c'était pas prévu, d'avoir un cut, donc une réduction donc des taux d'intérêt de 25 points de base, donc pour hier soir. Donc moi je vous l'ai dit que je n'y croyais pas du tout. Pourquoi ? Parce que l'inflation est encore trop haute et l'économie se porte encore beaucoup trop bien. D'accord ? On peut le voir avec le S&P 500, le Nasdaq qui explose, alors que du coup on est censé ralentir l'économie. Si on continue de ralentir l'économie, tout en ayant alors je vais le faire différemment. Donc si on continue à réussir à faire baisser l'inflation tout en ayant une économie forte, en fait on a tout gagné. Ok, la Fed a tout gagné. Donc bravo à toi Jérôme Powell. Pourquoi ? Parce que t'arrives à faire un soft landing et pas une récession. Encore une fois, allez voir le live pour bien comprendre tous ces termes. Donc pour le moment, moi je les comprends la Fed. Je vois très bien pourquoi ils ne descendent pas les taux d'intérêt. Encore une fois, je le répète. Regardez ici. Donc ça c'est le Trueflation. L'inflation continue de descendre. On est d'accord ? Donc on a eu une petite peur ici, je vais pas vous mentir, mais à partir du 1er juin, quand on a repris le trading à fond en longue, là après une semaine de pause, regardez, l'inflation a bien chuté, d'accord ? En plus de ça, regardez la news de fou. Hier, on a quoi ? Donc 14h30, ça a fait exploser les cours à la hausse, vous l'avez vu, grosse bougie énorme. On a donc eu les chiffres du CPI et du CPI Core. Donc regardez, précédemment 3.4, prévision 3.4, donc que l'inflation ne bouge pas, et on a eu 3.3, donc moins que la prévision. Donc l'inflation continue de ralentir. Ensuite, on a le CPI Core, donc 3.6, prévision 3.5, donc là, on baissait, et là, 3.4, CPI Core, by the way, le plus important, c'est celui qui colle, donc au corps, c'était le plus collant, donc c'est celui, en fait, qui va plus toucher votre portefeuille au quotidien, pour faire simple. Donc, l'inflation descend. Alors, oui, c'est petit à petit, regardez, donc là, c'est le CPI, donc avec les sous-jacents, ce que je viens de vous expliquer à l'instant, donc le corps, donc on peut le voir ici, regardez, là, il y a même la description, si vous voulez. Donc, le CPI mesure la variation des prix et des biens et des services
acheté par les consommateurs. Donc vous avez vu, c'est directement par les consommateurs. Donc hors alimentation et produits énergétiques. Ok. Donc regardez, il descend petit à petit. Mais l'objectif de la Fed, hier, il a répété encore 40 000 fois pendant le discours du FOMC à 20h30. Donc Jerome Powell n'a pas arrêté de répéter objectif 2%, objectif 2%, objectif 2%, objectif 2%. Premier graphique, nous sommes en hebdomadaire. J'ai converti le chandelier japonais en courbe afin qu'on se concentre sur l'essentiel. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai tracé les zones clés des 2 premiers cycles. Pour la faire simple, la grosse confirmation haussière a été donnée lors de la cassure des 31K. C'est à partir de ce moment-là que nous avons une réelle impulsion haussière et que nous avons brisé l'ancien ATH. Il n'y a aucune indication ou petite confirmation baissière qui nous donne actuellement des probabilités d'un retournement de tendance à la baisse. La droite que je vous ai tracée est un excellent repère pour se positionner à l'achat avec une stratégie long terme. Peu importe à quel moment et dans quel contexte on touchera cette droite, cela restera un bon prix d'achat. Sur le deuxième graphique, nous sommes toujours en hebdomadaire et je vous ai tracé également quelques zones clés qui ont été travaillées par les vendeurs et les acheteurs. Les acheteurs ont récemment cassé ce petit canal haussier pour aller générer un nouvel ATH. Lorsque les vendeurs se sont défendus, ils ont parfaitement réagi sur le haut du canal à 56K. RS pour l'instant, mis à part que les acheteurs ont toujours la main. Je vous ai ajouté Ichimoku Kinkoyo sur le troisième graphique. Vous pouvez remarquer que nous sommes au-dessus de tous les éléments d'Ichimoku et qu'il n'y a aucune alerte baissière pour l'instant. Je ne distingue même pas de divergence sur le RSI. Sur le quatrième graphique, je vous mets en avant des zones clés sur le journalier. Avec un BTC, vous auriez pu générer 10K de plus-value pendant plusieurs mois car les acheteurs et les vendeurs ont défendu au moins à 3 reprises les mêmes zones, en l'occurrence 60 et 70K. Il y a eu un petit excès baissier qui m'a permis de tracer une droite. Les vendeurs viennent tout juste de marquer un 3e point de contact qui me renforce à la garder en visuel. On était content, on était euphorique, l'inflation diminuait, ça y est, c'est reparti dans les beaux jours, le soleil, les nuages s'écartent, le soleil apparaît, oh, de la vitamine D. On était content, on était heureux, manque de peau, Jérôme Powell arrive, et dans toute notre ambiance, on était en train de danser sur de la tectonique, la oumse. Moi, tu sais que j'adore danser sur la tectonique, tu me connais, hein. Et donc, il a cassé l'ambiance, il a éteint la musique, il a allumé les lumières, il a dit « Eh les cocos, il y aura juste une baisse de taux pour cette année et encore je suis gentil. » Alors dessus, tout le monde a commencé à faire la gueule, tout le monde a commencé à pleurer, parce que tout le monde s'attendait à un plus, tu vois. C'est comme si t'attendais les boissons, et il arrive, il fait « Eh les gars, j'ai trouvé que de l'eau dans le magasin. » Et on va passer la soirée à danser sur Chantal Goya et compagnie avec de l'eau. Surtout que de l'eau et des chips. Voilà, c'est exactement ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils sont barrés, ils ont vendu et ils sont rentrés chez eux. C'est exactement ce qu'il y a eu, voilà, pour donner une métaphore. Bon, donc là, notre Bitcoin d'amour, alors hier, ça une bougie pas très jolie. Aujourd'hui, on revient à la case départ. La case départ, c'est à peu près là, tu vois. C'est les 67 260 $. Tant qu'il maintient la bande inférieure de Bollinger et la Sandeli aux 66 700 $, tout ira bien. S'il commence à péter la bande inférieure de Bollinger avec une bougie rouge comme ça, où il pète la 100 daily, la bande inférieure de Bollinger, la 50 daily, ça sera pas beau. Et là où on dira, chérie, on est rentré dans une grosse correction, ça va piquer, comme dans la cité de la peur, eh ben, c'est si on passe sous le nuage Shimoku. Et là, le nuage Shimoku, le système Shimoku te dit, si tu passes sous le nuage, bienvenue en tendance baissière en daily. Et dans ce cas-là, on prendrait plusieurs semaines de correction tant qu'on restera sous le nuage Shimoku. Ça sera une correction très très longue et pas très belle. Par exemple, aller rotater les 38 de Fibo, 60 000 $. Donc on veut pas péter la bande inférieure de Bollinger, sinon ça sera effet toboggan, tu connais très bien. Et on a également cette petite mèche ici, qui est un point de repère pour des stop-loss évidents, donc 65 835 $. Je pense que le marché va se diriger vers cette zone de prix et éventuellement, ça serait enfin de combler cette zone d'inefficience qu'on a laissée ici. Est-ce qu'on peut bottom ici? Oui, éventuellement, on pourrait essayer de bottom. On est sur un low weekly, on est sur une zone d'inefficience weekly également, donc c'est quand même assez intéressant. Ça peut être éventuellement une zone de bottom, ça faudra surveiller. Maintenant, voilà, la zone daily nous appelle quand même, donc c'est toujours la zone que je surveille pour l'instant.
Ensuite, on passe côté Solana avec des images du gameplay de Star Atlas. Star Atlas, c'est, je pense, le plus gros projet gaming sur Solana. Ça fait tellement longtemps qu'ils build. On le rappelle, ils ont tout subi. Ils ont d'ailleurs subi la crise FTX de plein fouet. Franchement, le jeu a l'air super joli. Donc, j'ai hâte de voir la version finale. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à aller voir le trailer. Mais vraiment, Star Atlas, c'est une des plus grosses promesses côté gaming sur Solana. Et en fait, du coup, là, tu vois à gauche, c'était la toute première. Donc, vraiment la first collection ever que j'ai faite. Et celle-là, ouais. Et celle-là, elle a été sold out. Et du coup, j'ai fait la deuxième, qui est bien plus travaillée, bien plus efficace, bien plus colorée, bien plus belle, tout simplement. Moi, c'est Louis de Bonnecase. Je suis le fondateur et président de Interstellar. Alors déjà, je suis désolé, notre présentation est en anglais. Je vais rester en français à l'oral, mais la présentation est en anglais. De toute façon, c'est un support. L'idée, c'est d'avoir un discours qui est, comme je le disais, assez simple. Donc, vous avez ça en support, mais c'est en anglais. Voilà, pour ceux qui ne sont pas anglophones. Je travaille dans l'industrie des vins et spiritueux depuis plus de 8 ans maintenant. Au début, de manière très classique. Donc, ici, on est dans une région viticole. Le système de distribution n'est pas le même que chez nous à Bordeaux, parce que moi je suis à Bordeaux. À Bordeaux, donc, on distribue le vin au travers de négociants, c'est-à-dire que les châteaux, les marques s'occupent de produire le vin. C'est la mission qu'ils savent faire le mieux. Et les négociants sont chargés de la distribution du vin. Donc ça a été mon métier pendant des années. Et donc l'industrie des vins et spiritueux, on va en parler après, c'est un marché qui est très gros en France et surtout sur la balance excédentaire à l'export. C'est un métier qui s'exporte énormément. Et en fait, il y a tout un tas de problématiques. Il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup de problématiques qu'on verra juste après, auxquelles le Web3 peut répondre. Alors moi, j'étais négociant, donc je m'occupais de vendre les vins de Grand Cru de Bordeaux à l'international notamment. Et comment j'en suis venu à mixer le Web3 avec ce secteur qui est quand même assez tradit, ça s'est passé en fait, on remonte à 2018. À l'époque, donc j'avais acheté un peu de Bitcoin en 2017 et je me suis dit, tiens, il y a forcément des gens dans le monde qui ont des crypto-monnaies et qui possiblement voudraient soit en profiter de leur retour sur investissement, soit tout simplement aussi pour diversifier leur portefeuille. On le verra après, le vin et les spiritueux sont aussi des actifs à part entière, ce qu'on appelle des actifs alternatifs. Même s'ils sont destinés à une but, on peut aujourd'hui confectionner sa cave dans une logique d'investissement, soit de vieillissement, soit d'investissement avec un retour. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.